Automne 1991. La banlieue est de Los Angeles est un labyrinthe d'autoroutes. Des kilomètres d'asphalte qui enferment dans leurs tentacules des quartiers à perte de vue. Ce ne sont pas les quais du métro parisien. Pourtant, il y a un peu de ça. Un dédale fait pour se perdre. Quand il débarque à LA, Christophe Rocancourt a 15 000 francs en poche. Il ne connaît personne, il ne parle pas anglais. Personne ne le connaît et peu de monde parle français. Pendant quelques semaines, il loge dans un motel pourri, le genre d'endroit où les draps sentent le détergent et la moquette est mouchetée de brûlures de mégots. Comme les flics américains vont s'en apercevoir, ce que Rocancourt a appris en France, il va le mettre en pratique en Californie. La même chose, en un peu plus grand et un peu plus spectaculaire. Après tout, on est à Hollywood, la capitale mondiale de la démesure. Comme à Paris, le Frenchy se trouve d'abord un point d'ancrage, un bar où il peut se poser et trouver des moyens de survivre. Cet endroit, c'est le Café Maurice, un bar branché de la Ciénaga, juste en dessous de Sunset Boulevard. Le patron est français. Il s'appelle Maurice Azoulay. Dans son établissement, on parle la langue de Molière. Mais surtout, on croise des vedettes du cinéma, des stars de la mode, des jolies filles, des gens qui ont du fric et des gens qui cherchent à s'en procurer. La première chose que fait Christophe Rocancourt est de s'inventer un personnage. Il ne peut pas être un petit Français en cavale recherché dans son pays. Adolescent, il a fait un peu de boxe. Il devient donc boxeur professionnel avec un titre de champion d'Europe des poids légers. Pourquoi lésiner ? Personne ne va aller vérifier. La deuxième chose est de se trouver un guide pour naviguer dans ce monde où les égos se percutent comme des boules de flipper. À Paris, le petit Normand fugueur avait été cornaqué par Gérard Siade. À Los Angeles, le faux puncher est drivé par Charles Glenn, un ancien couturier français, devant lequel toutes les portes s'ouvrent. Hollywood est une usine à rêves, où tout est vrai et tout est faux. Tout est réel et rien ne l'est. Chacun peut inventer sa vie et prétendre être qui il n'est pas. Au fond, la taille du mensonge importe peu. L'essentiel, c'est d'y croire suffisamment en soi-même. Les flics, qui vont rapidement repérer Rocancourt, remarquent qu'au milieu des requins du cinéma, il est comme un poisson dans l'eau. Quand ils commencent à enquêter sur lui, les inspecteurs du LAPD découvrent que le Français a un mode opératoire qu'il a bien rodé avant de débarquer aux États-Unis. L'arnaque à la transaction immobilière. Le physique, le charme, le culot et l'assurance de Rocancourt font merveille dans cette société où ce qui compte, c'est l'apparence. C'est Charles Glenn qui lui présente un de ses amis, Pierre Lange, un décorateur propriétaire d'une superbe villa à Los Angeles. Rocancourt entame sa relation avec Lange comme s'il montait sur un ring. Il explique au décorateur qu'il prépare un combat important. Il cherche un endroit pour s'entraîner. Au cours de la discussion, Rocancourt suggère à Lange que sa villa serait un lieu idéal pour se mettre au vert avant le match. Bonne âme, Lange fait installer des appareils de frappe et de musculation dans son jardin, au bord de la piscine. Rocancourt pose son sac dans la luxueuse demeure. Dans les dépositions qu'il fera à la police, Pierre Lange raconte comment l'escroquerie s'est déployée petit à petit.
Rocancourt prend d'abord le temps de gagner la confiance de son hôte. Une relation amicale s'instaure, puis, lors d'une conversation, Lange avoue à Rocancourt qu'il souhaite vendre sa villa de LA, ainsi qu'une autre qu'il possède au Portugal. Il a des problèmes d'argent pressants. Rocancourt propose alors de se porter acquéreur de ces 2 résidences. Lange annonce qu'il est d'accord. Pour que la transaction ait lieu, Rocancourt demande à Lange de se rendre en Suisse afin d'y ouvrir un compte sur lequel les fonds de la transaction immobilière seront versés. Grand seigneur, il lui paye même le voyage en première classe. Une blinde. Confiant, Lange s'envole, convaincu qu'il va sortir de cette mauvaise passe financière. Lange n'est pas arrivé à Genève que Rocancourt a déjà planté un panneau « à vendre » devant la porte de la villa. En attendant qu'un acheteur se présente, il transforme la demeure en boîte de nuit à ciel ouvert. Les fêtes s'enchaînent presque sans interruption pendant 1 mois. La baraque devient le nouveau lieu à la mode. Une partie du gratin d'Hollywood et ceux qui traînent dans le sillage des vedettes s'y retrouvent pour faire la fête. Rocancourt devient la star des soirées californiennes. C'est à cette époque que Rocancourt rencontre l'acteur Mickey Rourke. Les 2 hommes se reconnaissent. Ils partagent les mêmes failles. Enfance malheureuse, boxe, combat pour survivre, goût pour les filles et besoin de prendre une revanche sur la vie. Rourke et Rocancourt deviennent potes. À Hollywood, rien n'existe si cela n'est pas publié dans un magazine People ou dans un torchon à ragots. Un soir de beuverie, les 2 hommes se font prendre en photo en train de s'embrasser devant un bar de nuit. Rocancourt est certain que le cliché va servir sa notoriété. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Lange ouvre un compte en banque en Suisse, mais les fonds promis par Rocancourt tardent à être virés. Au bout d'une 15aine de jours, le décorateur appelle le Français pour lui demander des explications. À l'autre bout du fil, Rocancourt explique à Lange qu'il doit maintenant se rendre au Portugal et y ouvrir un autre compte bancaire pour l'achat de sa résidence portugaise. Lange hésite, mais accepte de se rendre à Lisbonne. Ce que Rocancourt ne dit pas au décorateur, c'est que les voyages en première classe ont été payés avec la carte de crédit d'une hôtesse de l'air qui l'a séduite. Ça, les enquêteurs le découvriront plus tard. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Quelque temps plus tôt, Christophe Rocancourt a rencontré sa première femme, Grace Park, dans un bar de nuit de LA. Elle tenait le vestiaire de l'établissement. Belle, intelligente et cultivée, Grace Park est une catholique fervente, capable de réciter des passages entiers de la Bible. Les 2 jeunes gens se sont mariés. Grace Park est tombée enceinte. Rocancourt, lui, a continué de jouer aux faux boxeurs et aux vrais escrocs. Quand sa femme lui annonce qu'ils vont être parents, le Français décide de lui dire la vérité sur son passé et sa vie d'escroc. Oui, il a menti. Il s'est inventé un personnage. Mais comme tout le monde dans cette foutue ville, promis, juré, tout ça, c'est terminé. Il va se ranger et mener une vie de père de famille. Au Portugal, Pierre Lange ne voit toujours pas venir l'argent promis. Inquiet, il se renseigne sur ce type auquel il a confié la garde de sa villa. Rocancourt n'est pas un boxeur. En réalité, il est un petit imposteur. Il vit en empruntant du fric qu'il ne rend jamais, ou presque jamais. Lange rentre en catastrophe à LA. Quand il arrive chez lui, Rocancourt a mis les voiles. Pendant 1 mois, l'escroc a soigné son image d'ami des stars. Son nom circule dans toute la ville et finit par atterrir dans l'oreille d'un agent du FBI.
Inquiète du comportement de Rocancourt, Grace Park contacte un policier fédéral et lui révèle tout ce que son mari lui a avoué. Elle le balance au bureau, qui, à son tour, informe Interpol. Rocancourt est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour le braquage d'une bijouterie en Suisse en 1991. Comme tous les papillons de nuit, Rocancourt est attiré par la lumière. Et qu'y a-t-il de plus brillant qu'un casino ? Las Vegas, 9 juin 1993. Christophe Rocancourt est occupé à brûler des dollars sur les tapis verts depuis quelques jours. Restée à LA, Grace Park tente de le joindre au téléphone. Elle insiste même beaucoup. Comme si elle tentait de le localiser. Il y a un truc qui cloche. Avec ce sixième sens des imposteurs, Rocancourt devine que sa femme l'a balancé aux fédéraux. On ne peut faire confiance à personne. Il est encore tôt ce matin-là quand il quitte la salle de jeu. Il contourne la fontaine du Mirage et enfile ses lunettes de soleil car la lumière est déjà forte. Il marche tranquillement sur Las Vegas Boulevard, le Strip, cette artère de néon qui ne s'éteigne jamais. Au moment où il s'apprête à monter dans sa voiture, les hommes du SWAT lui tombent dessus. Plaquage au sol, canon sur la tempe, menottes dans le dos, confiscation du pistolet que Rocancourt porte sur lui. Les flics expédient Rocancourt à la prison de North Las Vegas. La tôle est réputée pour ses conditions de détention particulièrement pénibles. Sortie réduite au minimum, privation de vêtements, humiliation et insultes. Le Frenchie tient 6 mois. Puis, il accepte son extradition vers la Suisse pour y être jugé dans le cadre du braquage de la bijouterie de Genève. Incarcéré plusieurs mois en Suisse, Rocancourt comparaît pour complicité. Il dément toute implication dans cette affaire, bien que certains éléments de l'enquête accréditent les soupçons. Au bénéfice du doute, il obtient un non-lieu et est remis en liberté. À sa sortie de prison, Rocancourt téléphone à son ancien ami, Gérard Siad. Selon le récit qu'en fait Siad, la conversation prend un tour totalement lunaire. L'escroc lui annonce vouloir retourner à Los Angeles pour assouvir ses rêves de grandeur. Il veut côtoyer les stars d'Hollywood. Il veut s'acheter un titre de prince. Mais celui qui propose de lui vendre ce pédigré est aussi un escroc. À ce moment-là, affirme Siad, Rocancourt est totalement mégalo. Beverly Hills, 1996. Christophe Rocancourt a une revanche à prendre. Il veut effacer l'humiliation qu'il a subie 3 ans plus tôt. Il multiplie les conquêtes féminines et rencontre sa seconde femme, Pia Reyes, une ancienne playmate avec laquelle il aura un fils, Zeus. Il ment avec un talent époustouflant. Les gens sont cupides et bêtes. S'ils font des affaires avec lui, c'est par appât du gain. S'ils se font arnaquer, c'est qu'ils le méritent. Il n'avait qu'à mieux évaluer les risques de ce métier. Depuis son retour à Los Angeles, Rocancourt est suivi de près par l'agent spécial Mueller du FBI. Patiemment, les fédéraux constituent un dossier avec les plaintes qui s'accumulent contre le Frenchie. Mais pour l'instant, rien de solide, faute de preuves matérielles. C'est la parole de Rocancourt contre celle de sa victime. Et devant un tribunal, cela ne tient pas. Une affaire illustre bien ce jeu du chat et de la souris. Le chanteur Michel Polnareff souhaite acheter à Rocancourt un Hummer, que le Français a récupéré de Dodi Al-Fayed, le compagnon de Lady Diana. Prix 250 000 $. Mais Polnareff a des problèmes d'argent.
Un soir, le chanteur et l'escroc se retrouvent pour une virée à Vegas. Rocancourt emprunte 150 000 $ en jetons à Polnareff, comme une avance sur la vente du Hummer. Et il ne reverra plus son fric. Qui dit vrai? Qui ment? Pas de réponse. Pendant un temps, Rocancourt crèche chez Mickey Rourke, dans le quartier huppé de Bel-Air. Là, il potasse les biographies de gens célèbres et il s'invente de nouvelles identités. Il monte alors sa plus belle imposture. Il se présente comme le fils du producteur Dino De Laurentiis. Il promet à des gogos crédules de prendre en main leur carrière et de leur trouver des rôles sur mesure. C'est ce qu'il fait miroiter à l'acteur Jean-Claude Van Damme, mais aussi au figurant Buddy Ochoa, auquel il rafle tout son fric. Pour mettre en scène ses personnages, Rocancourt occupe pendant quelque temps un étage du Beverly Wilshire, l'un des palaces de Beverly Hills, où a été tourné le film Pretty Woman. Les chambres sont en réfection et le Français y reçoit ses victimes en leur affirmant qu'il fait refaire la déco à son goût. Los Angeles, 1997. Finalement, à force de patience, l'agent Muller finit par trouver un motif d'arrestation pour Rocancourt. Lors d'une perquisition chez Charles Glenn, le FBI saisit un faux passeport au nom du Français. L'infraction est minime, mais elle est suffisante pour envoyer l'escroc devant la justice. 6 mois derrière les barreaux avant une libération sous caution dans l'attente du procès. S'il croise Elton John, s'il est reçu chez Michael Jackson et s'il rencontre Mohamed Ali, Rocancourt a aussi des relations moins recommandables. Un soir, il fête sa remise en liberté avec Mickey Rourke dans un club de la ville. Des types dangereux s'invitent à leur table. La discussion devient tendue. Les versions divergent sur les raisons de la dispute. Rocancourt soutient qu'il s'agit juste d'une altercation alcoolisée. Pour les flics, le Français a tenté d'arnaquer des dealers de drogue. Le lendemain, Rocancourt roule dans son Hummer quand 2 Mercedes noires s'arrêtent à sa hauteur à un feu rouge. Tout de suite, il comprend que les choses vont déraper. Dans un réflexe, il plonge vers la boîte à gants. Il sort un 9 mm et à travers la vitre ouverte, il vide un chargeur en direction d'une des bagnoles. Puis il écrase l'accélérateur, effectue un virage en catastrophe, défonce une grille et se retrouve sur le parking du Sheriff Department. Rocancourt est arrêté pour possession d'armes illégales. Son procès pour détention de faux passeports s'ouvre quelque temps plus tard. Au 2e jour de l'audience, son avocat se présente devant le tribunal en annonçant que son client a disparu.